Bonjour à toutes et à tous. Donc Maxime Baudran, je suis prescripteur chez Fibois, qui est en fait l'association de la filière forêt-bois en Pays de la Loire. Et merci aussi au CAIE de Loire-Atlantique de m'inviter pour la seconde fois. J'avais oublié que j'étais le premier à intervenir il y a 6 ans. Et par rapport à cette question que tu évoques, Julien, sur qu'est-ce qui a changé en 6 ans, alors je ne peux pas me remémorer textuellement ce que j'ai dit il y a 6 ans, mais j'ai dû vous dire que le matériau bois, c'était un peu un matériau d'avenir. Aujourd'hui, je vais plutôt dire que c'est le plus vieux matériau d'avenir, parce qu'en fin de compte, ça fait des années qu'on dit que c'est un matériau d'avenir. Et aujourd'hui, je dirais quand même que le monde a un petit peu changé, malgré tout. Et dans cet intitulé de mon intervention, j'ai écrit construire avec le bois et pas en bois. Alors c'est volontaire parce qu'en fait aujourd'hui, même quand on construit en bois, on ne construit pas que avec du bois. On y associe d'autres matériaux évidemment. Et aujourd'hui, je vais aussi vous parler d'autres matériaux biosourcés. Alors c'est aussi la nouveauté, c'est qu'on voit que les autres filières biosourcées se développent en Pays de la Loire. Et je suis aussi ravi en tant que représentant du bois de pouvoir aussi associer un petit peu cette logique de filière entre les filières avec un S biosourcé. Évidemment, là, on va parler de paille, de chanvre, entre autres de roseaux, de carton aussi. Il y a Guillaume qui est présent pour représenter la société Batipac. Voilà, on voit qu'en 6 ans, en fait, on a eu une montée en puissance, je dirais, de ces filières, des acteurs. En fait, il y a 6 ans, j'avais aussi une inquiétude sur est-ce que la filière bois est en capacité de répondre à tous ces enjeux, au développement du bois, à la question du carbone aujourd'hui, qui est un sujet prenant. Aujourd'hui, pour moi, c'est plus une question. En fait, la question aussi de savoir si est-ce qu'on a la capacité pour construire. Oui, évidemment. Alors, si vous avez des questions, on pourra en parler en détail. Mais voilà un petit peu, je dirais, ce qui a changé. On a fêté cette année aussi nos 10 ans. La photo que vous voyez ici, c'est nos bureaux. Le bâtiment B, qui est pas très loin d'ici, à peu près 500 mètres, voilà, qui est situé juste à côté du parking des machines, pardon. Et ce bâtiment, donc, il fête ses 10 ans. Aujourd'hui, il est encore d'actualité. En fait, il y a 10 ans, quand on l'a construit, on ne parlait pas de E+C- ou de RE 2020, on parlait de RT 2012. Et à l'époque, on était déjà plutôt en phase avec l'époque. Évidemment, un bâtiment qui est construit en bois, isolé avec des isolants biosourcés, un bâtiment qui est frugal, c'est-à-dire sobre aussi en énergie, frugal en matériaux, pas de double flux, un bâtiment ventilé naturellement, un bâtiment dans lequel les usagers ont un rôle important dans la performance du bâtiment. Donc en fait, c'est ça aussi, je trouve, qui est important pour demain, c'est de rendre acteurs de la performance des bâtiments. Ce n'est pas la technologie qui va répondre à toutes les problématiques, c'est nous, usagers de ces bâtiments. Donc voilà un bâtiment qui vit très bien et que je vous invite à découvrir pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore. Quelques rappels sur les missions de Fibois, mais très rapide, ça se résume en 4 mots. C'est communiquer, fédérer, prescrire, c'est mon travail, et accompagner, c'est mon travail aussi. Et sur la communication, on voit aussi que ça a changé en 6 ans parce qu'aujourd'hui, il y a des attentes, je dirais, sociétales par rapport on l'évoquait juste avant avec les architectes qui vont intervenir après moi, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que par exemple, couper un arbre, en fin de compte, c'est écologique, c'est-à-dire on va contribuer à une construction écologique en bois. Et est-ce que derrière, le fait de couper, l'acte de couper un arbre, est-ce que c'est écologique? On voit que ça questionne beaucoup. On voit aussi que la question de l'arbre en ville, ce sera le sujet de la prochaine rencontre, rendez-vous. C'est un vrai sujet, mais là aussi, la filière essaie de communiquer, de mieux communiquer. Cet après-midi, j'étais avec des architectes et puis des conducteurs de travaux de la ville de Nantes, de notre métropole, pour justement les sensibiliser à cette question de la construction bois. Et donc la première visite, c'était une forêt. On leur a fait visiter une forêt pour qu'ils puissent comprendre un petit peu comment était gérée une forêt, comment la forêt allait évoluer par rapport au changement climatique. On voit que voilà, il y a des enjeux qui, à 6 ans, n'étaient pas forcément très présents. Et puis sur la prescription aussi, je pense que par rapport à il y a 6 ans, et je vais arrêter de dire il y a 6 ans parce que sinon je vais passer mon temps à le dire, mais en fait ce qui a changé aussi, c'est la taille des projets. En fait, on voit que le bois est en train de changer d'échelle. On voit que sur le quartier qui se construit juste à côté, c'est encore très minéral, mais il va y avoir des projets, des immeubles en bois. On ne parlait pas d'immeubles il y a quelques années. Aujourd'hui, on voit que le bois s'inscrit aussi dans des grandes opérations, des projets d'ampleur qui ne sont pas 100% en bois. C'est là que tout vient l'intérêt de dire construire avec le bois, parce que construire en bois demain, aujourd'hui, c'est construire évidemment avec cette mixité de matériaux. Je ne suis pas contre le béton, mais par contre, je suis contre le fait de construire exclusivement en béton. Je pense qu'on peut aussi mettre un peu de bois dans les bâtiments. Et là-dessus, c'est en train de changer. Et puis peut-être pour commencer ma présentation, j'aurais pu vous parler technique, j'aurais pu vous parler réglementation. C'est juste aussi de resituer la question comment on perçoit la question du bois
dans notre quotidien. Et en fait, si on s'intéresse à certaines études, là en l'occurrence c'est Émile Rousseau qui est architecte, qui a travaillé sur un mémoire à l'école d'architecture sur le bois et le bien-être. Et en fait, dans son introduction, elle évoque un constat assez intéressant, c'est qu'en 7 millions d'années d'évolution, l'être humain a passé plus de 99,5% de son temps dans un environnement naturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'environnement dans lequel on n'y a passé que 0,5%. Un milieu artificialisé, bétonné, minéralisé. Donc ça questionne sur le lien avec la nature, avec l'arbre, qui fait qu'aujourd'hui, on a aussi ce besoin peut-être de retourner encore plus en forêt. Voilà, ça questionne déjà par rapport à ce rapport à l'arbre. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez le terme biophilie. Ça a été, en fait, le mot biophilie a été théorisé par un biologiste, que j'ai oublié le nom d'ailleurs, mais il s'appelle Edward Osborne Wilson, qui a théorisé ce sujet de la biophilie, c'est-à-dire c'est le lien inhérent qu'a l'être humain avec tout ce qui est issu du vivant. C'est pour ça qu'on a envie de mettre une plante sur son bureau, par exemple, parce qu'on a besoin d'avoir un contact avec le naturel, avec le vivant. C'est pour ça qu'on met un petit peu de bois quand même dans un milieu minéral. C'est toujours cette définition qui donne d'ailleurs, c'est l'être humain éprouve un besoin biologique d'entrer en contact avec la nature qui a un effet sur son bien-être, sa productivité et ses relations sociales. Et cette question de la biophilie, elle est aussi en train de beaucoup se développer dans tous les milieux, que ce soit les milieux de travail, les milieux médicaux, chez soi, dans sa maison. Et en fait, il y a plein d'études un peu partout dans le monde sur l'impact positif du bois et du végétal de manière générale dans ces lieux de vie ou de travail. Le premier, on le sait, le bois a des effets stimulants sur tous les sens. Alors physiologique, par exemple, on sait aujourd'hui que le bois a une vraie vertu sur le rythme cardiaque, et en particulier sur la pression artérielle. Ça a été mesuré. Il y a eu des études qui ont été faites dans certains pays. D'ailleurs, en ce moment, vous avez une étude qui s'appelle Citizenwood, qui est gérée par le FCBA au niveau français, et qui, depuis 2020, je crois, étudie ces phénomènes liés à l'impact physiologique et psychologique par rapport au bois. On dit souvent c'est confortable, c'est agréable, mais aujourd'hui on commence à émettre des notions scientifiques. Le premier, c'est par exemple, là vous avez une étude, je crois en Autriche, qui date quand même de 2009, qui a étudié justement l'impact du bois dans des écoles par rapport aux enfants. Et en fait, ils ont eu 3 conclusions. C'est qu'ils ont constaté qu'il y a effectivement une diminution du stress, de la fréquence cardiaque, ça rejoint ce que j'ai dit juste avant. Il y a moins d'agressivité, donc des enfants un petit peu plus calmes, et une meilleure concentration. Donc ça aussi, et là, alors, je vous ai mis les 3 points, voilà, mais l'étude fait plein de pages, que je vous invite à aller voir, hein. Vous tapez les mots-clés qui sont en dessous, là, dans la source, et vous pouvez trouver des résultats en allemand, je crois, et puis en anglais. C'est assez intéressant de voir ces résultats. Après aussi, au Japon, par exemple, ils se sont intéressés à l'impact positif du bois dans des ambiances qu'ils appellent régénérantes. C'est-à-dire, là, ils ont pris des chambres étudiantes, ils ont mis des étudiants dedans, des chambres entièrement habillées de bois, et ils ont évalué la qualité du sommeil. Et donc, il y a 3 points qui ressortent. Il y a une meilleure qualité du sommeil qui se concrétise par plus 20 minutes de sommeil profond. 20 minutes, c'est énorme, parce qu'en fait, en moyenne, on a à peu près 1h30 de sommeil profond dans une nuit. Donc c'est pour vous dire le ratio bonus qu'on peut avoir avec cet impact lié au bois. Donc il y a moins de fatigue au sommeil. Au réveil, pardon, et une meilleure performance intellectuelle. Ils ont fait des tests, des exercices au lever avec les étudiants, puis ils ont évalué qu'ils étaient mieux concentrés. Donc voilà. Bon, je passe rapidement, mais c'est pour vous dire qu'on évoque souvent la question du bois en tant que structure, matériaux de revêtement extérieur, bardage, mais on s'intéresse un peu moins, je dirais, aux ambiances intérieures. Et voilà ce qui a changé, je dirais, depuis ma première présentation. Nous, dans la filière bois, on s'intéresse aussi à tous ces impacts positifs que le bois peut créer dans des ambiances intérieures. Sur les vertus médicales, là aussi, il y a des études. Vous avez par exemple ici, c'est une étude, c'est l'étude en lien avec le FCBA, qui a évalué l'impact positif du bois dans des milieux médicaux. Et le bois permet une ambiance saine pour une simple et bonne raison. La première, c'est que le bois a des vertus microbiennes naturelles. Certaines essences, en fait, de par leur composition, certains tanins ou résines, en fait, sont des fongicides ou insecticides naturels et aussi bactéricides. Et c'est pour cette raison que, par exemple, dans l'emballage bois, ces études ont démontré qu'un emballage en bois était beaucoup plus
moins nocif en tout cas, moins vecteur de bactéries qu'un emballage en plastique par exemple. Bon, meilleure qualité de l'intérieur, oui, si on n'a pas plein de colle ou plein de produits chimiques. Alors, même si le bois naturellement est composé naturellement de COV, mais ce sont des COV, je dirais, naturels. J'en dirai pas plus, que là c'est un peu technique et puis j'ai pas les termes scientifiques précis. Et puis là aussi, il y a eu ces études montrent que le bois permet une atmosphère relaxante, calmante, favorable à l'état mental et à la guérison. Et j'ai d'ailleurs eu il y a quelques temps une discussion avec un architecte nantais qui me disait, lui, il préconise le bois aussi en intérieur pour des EHPAD, parce qu'il s'est aperçu, et les maîtres d'ouvrage lui ont confirmé, qu'il y avait moins de médication. Le taux de médication avait diminué dans ces bâtiments dans lesquels le bois était davantage présent visuellement en intérieur. Et puis, alors là, j'aurais effectivement pu commencer par là, c'est que souvent on met en avant plutôt les propriétés qu'on appelle hygrothermiques du bois, des isolants biosourcés, par rapport au fait, par exemple, qu'on est de plus en plus sur des parois dites perspirantes. La perspiration, on ne l'a pas inventée. Je dirais que notre peau est perspirante, plein de matériaux naturels sont perspirants. Et aujourd'hui, on peut, d'un point de vue réglementaire, justement aussi faire du mur perspirant, ce qui n'était pas le cas il y a 6 ans. Là aussi, la réglementation a évolué. Le DTU 31.2, qui est le DTU sur l'ossature bois, permet aujourd'hui de pouvoir mettre en œuvre des murs dits perspirants, ce qui n'était pas le cas il y a 6 ans. Donc là aussi, il y a des vraies évolutions. Bon, l'avantage de l'isolation répartie, je pense que vous la comprenez, c'est que le principal argument en termes d'isolation thermique de l'ossature bois, c'est de pouvoir avoir dans une même épaisseur la structure et l'isolation. Ce que ne permet pas une structure, un mur maçonné, où souvent l'isolation est rapportée. Et puis la question de la sensation de paroi froide qu'on peut avoir, en tout cas d'absence de sensation de paroi froide sur un mur bois, elle est essentiellement liée à un paramètre, et c'est ce qu'on appelle l'effusivité. Le fait que le bois en fait, a une effusivité qui est très faible, c'est-à-dire qu'il ne va pas absorber les calories de l'air ambiant ou de votre peau quand vous touchez le bois. Et ça, en fait, associé, comme je le disais, à d'autres matériaux biosourcés, en fait, on décuple ces performances de perspirance, d'hygrothermie, qui sont en fin de compte des paramètres qu'on n'a pas inventés, parce que toutes les vieilles maisons en terre crue, qui étaient le sujet précédent, les vieilles maisons en pierre, avec des enduits à la chaux, ont des vertus aussi perspirantes, et en fait, on recrée tout compte fait ces ambiances qui existaient avant. Bon, et pour finir sur les arguments, évidemment, j'aurais pu aussi vous parler des arguments assez classiques sur la préfabrication, les faibles nuisances. Là, ça n'a pas changé. Et je dirais qu'aujourd'hui, c'est même davantage efficient parce qu'on a des entreprises qui sont plus structurées et qui sont en capacité sur des grands ouvrages de mettre en œuvre des éléments complètement préfabriqués. La préfabrication n'est pas la panacée du bois. On peut faire des éléments préfabriqués dans tous les matériaux. Mais l'avantage du bois, c'est qu'on ne consomme pas d'eau. Il y a moins de rotation de camions. Et donc aussi, on génère peu de déchets et surtout moins de bruit. Et dans un contexte urbain qui se densifie, la question des nuisances de bruit, on voit aujourd'hui que sur Nantes, il y a de plus en plus de recours sur des projets immobiliers. Je pense que c'est aussi en partie par rapport à ces nuisances que le voisinage peut pressentir. En l'occurrence, le bois peut permettre d'assouplir un petit peu ces tensions. Voilà, bon, j'espère que je ne suis pas trop long dans le timing. J'ai beaucoup de choses à vous dire en fait. Après, ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé est de faire un feedback un petit peu sur l'évolution de l'énergie avec un grand E, parce qu'on parle beaucoup de carbone, mais c'est avant tout aussi l'énergie. Le CAUE de l'Isère a fait un petit schéma que je trouve assez intéressant qui vous montre un petit peu l'évolution de la prise en compte de l'énergie. Alors, il y a deux types d'énergie, l'énergie grise et l'énergie d'usage. Donc l'énergie d'usage, c'est grosso modo l'énergie consommée pour le confort du bâtiment. Et on s'aperçoit que, historiquement, si on prend les maisons dites traditionnelles, antérieures au XXe siècle, on a des maisons qui sont très grandes, des maisons qui consomment peu d'énergie grise, parce qu'à l'époque, on utilisait des matériaux qui étaient à disposition localement. D'ailleurs, certains disent qu'on faisait de l'architecture de cueillette, c'est assez vrai. Mais par contre, on avait des bâtiments qui consommaient beaucoup d'énergie. Et progressivement, on a eu la construction dite industrielle, conventionnelle du XXe siècle, qui a explosé tous les compteurs. Encore plus d'énergie grise, aussi un peu plus d'énergie consommée. Les RT sont arrivés suite au choc pétrolier dans les années 70 et progressivement, jusqu'à fin des années 90, début 2000, on a été de plus en plus vertueux jusqu'à l'RT 2012 d'un point de vue énergétique et on a du coup rabaissé cette énergie d'usage, mais on était encore assez mauvais en énergie grise. Et là est venue la RE 2020, qui aussi ramène cette question du carbone.
et de l'impact carbone, donc l'énergie grise, des matériaux qu'on va pouvoir utiliser dans la construction. Et je trouve que ce schéma résume assez bien justement l'histoire de la construction. Sur l'aspect carbone, on voit par exemple que la ville de Nantes Métropole a un objectif d'être territoire à zéro carbone d'ici 2030. On sait que pour être vertueux et être neutre en carbone en 2050, il faut que chacun d'entre nous ait une empreinte carbone de 2 tonnes. Aujourd'hui, on est plutôt à 10 tonnes, hein, c'est la moyenne. Je ne sais pas si vous connaissez ce schéma, pardon, je suis devant, mais grosso modo, on voit que le transport est le plus impactant. On voit que ce qui nous concerne, entre guillemets, nous, professionnellement, la construction, on est plutôt au 3e rang sur Je me loge. Donc on voit que ça représente à peu près 19%. 23%, c'est l'alimentation et à peu près 26% donc les déplacements. Donc moi, je vais me cantonner à la partie logement. Après, les autres parties, c'est plutôt des convictions personnelles, on va dire. Mais ça montre que quand même, le bâtiment est très contributeur justement à ces gaz à effet de serre. Et il y a un gros travail à faire. Et vous le savez sans doute, hein, en 2050, le bâtiment doit être neutre en carbone. L'Aéro 2020, en fin de compte, est la traduction réglementaire de cette feuille de route. Et progressivement, on voit effectivement que tous les 3 ans, on va avoir des seuils carbone qui vont diminuer. Je pense que vous le savez déjà. Mais en tout cas, on sait ce qu'on doit faire. Donc maintenant, il faut le faire. La filière bois dans tout ça, d'un point de vue carbone, ce qu'il faut retenir, c'est 3 S. C'est que grosso modo, on a dans la filière bois 3 atouts. C'est la capacité de la forêt, de l'arbre à séquestrer du carbone par photosynthèse, le premier S. Le second S, c'est ce qu'on appelle le stockage. C'est qu'une fois que le carbone est séquestré, il faut le garder. Et pour le garder, il faut privilégier des usages dits longs. Et la construction est le meilleur moyen de stocker durablement du carbone dans les matériaux. Donc privilégier les usages longs, et c'est ce que dit d'ailleurs la SNBC, hein, c'est de privilégier les usages longs pour les matériaux de construction qui sont en capacité de stocker le carbone. Et le 3e S, c'est l'effet substitution. J'accélère parce que je crois que je suis un petit peu en retard. L'Aéro 2020, je l'ai évoqué, donc je ne vais pas revenir dessus. Ça, du coup, je vais avancer. Peut-être vous dire quelques mots sur la ressource, la forêt. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une dynamique de capitalisation de la forêt. Depuis 200 ans, elle a été multipliée par 2. Donc aujourd'hui, évidemment, on n'est pas dans un phénomène de déforestation, comme c'est le cas dans d'autres pays plutôt tropicaux. Après, la question est de savoir dans quel état est notre forêt aujourd'hui. Et effectivement, il y a des évolutions à venir en termes d'adaptation au changement climatique. Donc la filière s'y attelle, mais je n'ai pas forcément le temps de vous en parler beaucoup là dans ma présentation, mais on pourra en discuter après si vous le souhaitez. Mais toujours est-il que la forêt, elle a 3 enjeux, c'est-à-dire qu'elle a 3 rôles essentiels. C'est évidemment environnemental, être un lieu de biodiversité, mais aussi un rôle économique, c'est important. Le fait de mettre une forêt sous cloche ne va pas résoudre le problème de réchauffement climatique, ça va plutôt l'aggraver parce qu'on va continuer à construire et on ne le fera pas en bois et on le fera avec d'autres matériaux. Donc autant le faire en bois mais de manière vertueuse. Et le social, il est particulièrement vrai depuis cette période post-Covid où chacun d'entre nous on était content d'avoir un lieu de forêt ou de nature proche de chez nous pour aller nous promener. Donc on s'est rendu compte du rôle social aussi de la forêt. J'avance rapidement, je vais faire j'avance pour être... voilà. Quelques infos que je voulais quand même vous passer, c'est la question, on me pose souvent la question, oui mais construire en bois, est-ce que c'est local? Est-ce que ça vient de ressources locales? Je dirais oui et non. En fait, aujourd'hui, si de manière assez basique, dans la filière bois, on va structurer 3 usages principaux, ce qu'on appelle le bois d'œuvre, le bois d'énergie et le bois d'industrie. Sur le bois d'œuvre, qui est la matière première de construction, aujourd'hui, on est à peu près à 65% de bois français. Il y a 6 ans, je vous aurais dit beaucoup moins, sans doute. Donc là aussi, il y a une dynamique positive, pas pour des questions de ressources, mais c'est un jeu d'acteurs. En fait, aujourd'hui, on a eu beaucoup d'investissements dans l'industrie du bois, qui permet aussi de pouvoir mettre, entre guillemets, sur le marché des produits conformes et aptes à l'utilisation dans le bâtiment. Le bâtiment aujourd'hui est très normalisé, réglementé, et le bois doit se conformer à cela, et les entreprises industrielles doivent être en capacité de proposer des produits adaptés. Et ça bouge assez vite, et ça permet justement d'avoir des possibilités de substitution en produits français. Vous avez par ailleurs une marque qui s'appelle Bois de France, qui est un label, qui permet par exemple de garantir la provenance du bois simplement en faisant appel à ce label. J'avance. Vous me dites combien de temps il me reste ? Ok. Alors en quelques minutes, il y a 6 ans, j'avais dû vous le dire, donc je ne vais pas revenir dessus, c'est qu'aujourd'hui, on a 3 grands standards, 3 grands systèmes constructifs. On a l'ossature bois, le poteau-poutre et le CLT, le panneau lamellé croisé.
Donc c'est des standards. Donc autant les utiliser parce que c'est ceux qui sont le mieux dotés en référentiel. Ce schéma, vous le connaissez. Ça, c'est un outil, vous pouvez aller voir, qui permet de recenser tous les référentiels des produits construction bois. Et puis, ce qui est nouveau, c'est le fait d'embarquer aujourd'hui aussi d'autres filières biosourcées. Donc, on a toute une famille d'isolants biosourcés. Je ne vais pas tous les citer, mais là, je vous ai mis ceux qui étaient soit fabriqués en Pays de la Loire, soit proches des Pays de la Loire, et on a déjà de quoi faire. Et on peut déjà embrasser tous les types de formats d'isolants, que ce soit panneaux, vrac, en bottes, c'est particulier, ou sur les bétons végétaux avec le béton de chambre. Et ça aussi, c'est une vraie nouveauté par rapport à quelques années, c'est qu'on a des filières qui se structurent et qui accompagnent le développement du bois et vice-versa, donc on s'accompagne mutuellement. Alors, j'ai mis pour questionner sur la question du vieillissement du bois, du bardage, du bois en extérieur, je souhaitais rappeler que construire en bois n'est pas forcément synonyme de bardage en bois, je le rappelle. Et pour ce faire, je vous ai montré quelques photos de maisons. Alors j'ai pioché vraiment au hasard. Et vous avez à la fois des maisons comme celle-ci, qui est une maison totalement de ossature bois revêtue d'enduit. Vous avez compris ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait vous avez aujourd'hui une diversité de revêtements de façade et la question du vieillissement, du bardage ne doit pas être un frein à l'utilisation du bois en construction parce qu'il y a pléthore de solutions pour barder une maison en bois. Donc voilà, je voulais simplement synthétiser ce sujet comme ça, vous dire qu'on n'est pas obligé de mettre du bardage bois. Et même si on met du bardage bois, aujourd'hui on a des solutions de pré-grisonnement qui permettent d'avoir aussi des vieillissements homogènes qui évitent les phénomènes d'auréole qui sont un peu difficiles des fois. J'ai quasiment fini. Et pour finir, je voulais vous donner deux informations. La première, c'est que du 6 au 15 octobre prochain, Fibois organise ce qu'on appelle un événement qui se nomme Habiter Bois. Le principe est simple, c'est on visite des chantiers ou des réalisations avec les architectes, les maîtres d'ouvrage, les entreprises, pour montrer des constructions en bois, en maisons individuelles, extension, petit collectif, hein, c'est un peu la nouveauté, et surtout pour ressentir cette notion de confort que je vous ai dit en introduction. Donc n'hésitez pas à aller voir le programme. C'est un événement qui est aujourd'hui même national. Il y a même des visites ailleurs qu'en Pays de la Loire. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et puis, alors, avant de parler de ça, alors je vais conclure, puis je vous dirai l'autre info rapidement. Alors ça, je vous montrais une photo. Alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce qu'on appelle le street poncing. Le street poncing, c'est en fait du ponçage sur un bardage en bois, et en fait on crée une œuvre, un dessin, et c'est un artiste qui s'appelle LPVDA, qui est spécialisé en ce domaine, qui est un Suisse je crois, et il a réalisé quelques façades un peu partout en France, dont celle-ci, que je trouve intéressante parce que c'est sur une façade extrêmement dégradée qui, je pense, donnait une très mauvaise image du bâtiment. Et avec un artiste, on réussit à pouvoir donner, je dirais, une nouvelle vie à cette façade. Donc je trouve que le clin d'œil est intéressant. Et surtout, il illustre parfaitement cette citation de Jean Nouvel que vous avez dû lire. Je veux quand même vous la dire, c'est un bâtiment ne dure qu'aussi longtemps qu'il est aimé, cela ne dépend pas des matériaux avec lesquels ils sont construits. Et là, je pense que tout est dit dans cette conclusion. Et ma dernière info très rapide, je vous donne rendez-vous le 23 novembre au bâtiment B, où nous organisons un espèce de mini-salon qui s'appelle Place aux biosourcés, qui, comme son nom l'indique, donnera une place à des acteurs économiques qui proposent des solutions biosourcées. Il y aura, je crois, à peu près 12 ou 14 exposants, donc vous êtes tous invités. Et on aura aussi des temps forts. On aura sans doute une conférence de l'agence Anatomie d'Architecture en fin de journée. On aura d'autres temps forts durant la journée, mais ça, ce sera des surprises. Donc je vous attends le 23 novembre. Merci.